On va passer sans tarder à la conférence introductive de cette 8e édition de Web in Lorient. Elle a été confiée à Fred Cavazza, qui est bien connu de nos services, parce que c'est un habitué de Lorient et il vient souvent passer les débuts du mois de novembre à Lorient. Fred est consultant, conférencier et formateur. C'est évidemment un expert du web, un secteur dans lequel il travaille depuis plus de 15 ans. Juste après sa présentation, il rejoindra le fameux séminaire des élus pour injecter de la culture numérique à nos élus. Sa présentation aujourd'hui, elle est consacrée à la transformation digitale. La transformation digitale, c'est à la fois une tarte à la crème, un mot très à la mode, et c'est aussi un enjeu stratégique pour la plupart des entreprises. Et donc, du coup, on s'est dit que c'était une bonne idée de planter quelques éléments de contexte avec Fred sur ce sujet. Et donc, du coup, elle s'intitule « Transformation digitale, mythes et réalités ». Fred, c'est à toi. Merci pour cette introduction. Merci également à vous tous qui êtes présents dans cet amphithéâtre. Merci à ceux également qui nous suivent sur le flux live. Donc, effectivement, la transformation digitale, comme ça a été très justement remarqué, c'est un thème qui est à la mode, un petit peu trop à la mode parce qu'on nous le sort à toutes les sauces. Donc, ce qu'on va essayer de faire dans les 20 prochaines minutes, c'est de faire le point sur qu'est-ce que c'est que la transformation digitale, où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on va, et surtout, qui est-ce que ça concerne le plus. Donc, ce que je tiens à dire avant toute chose, c'est que la transformation digitale, même si on en parle beaucoup depuis cette année, elle a commencé il y a très longtemps en fait. Si vous regardez notamment des figures emblématiques de l'ancienne économie qui se sont effondrées pas si récemment, notamment les encyclopédies Universalis, Kodak et ainsi de suite, on se rend compte que cette fameuse transformation digitale, transition numérique, appelez-la comme vous voulez, elle a commencé il y a bien longtemps. Ne tombons pas dans les clichés. Toutes ces grandes entreprises n'ont pas coulé parce qu'elles étaient incapables d'innover. Il se trouve qu'elles ont innové à l'époque. Simplement, elles se sont peut-être un petit peu trop focalisées sur leurs concurrents directs et elles n'ont pas assez pris le temps d'observer les concurrents indirects, voire les concurrents qui venaient d'autres secteurs et qui ont fait beaucoup de mal à leur business. Derrière le mot de transformation digitale, je ne vais pas vous fournir de définition parce que je n'ai pas trouvé de définition qui soit, on va dire, fédératrice. Par contre, il y a un mot qui est intéressant, c'est celui de l'uberisation. Donc, mot qui a été prononcé par Maurice Lévy, le patron de Publicis, et qui cadre bien les enjeux autour de la transformation digitale. Qu'est-ce que c'est que la transformation digitale? Tout simplement, c'est un changement de rapport de force. D'accord? Donc ça n'a pas nécessairement à voir avec le passage de l'analogique au numérique, c'est également d'autres modèles d'affaires. Prenons de façon schématique, on va dire, les éléments constitutifs de la création de valeur tels que c'était fait au siècle dernier. En gros, au XXe siècle, comment on faisait pour gagner de l'argent? Il fallait acheter des machines, il fallait recruter des salariés que l'on formait et il fallait également développer des savoir-faire que l'on verrouillait avec des brevets. Quand vous combiniez les trois, vous aviez une grosse capacité de production. C'est comme ça que des empires industriels sont créés au XXe siècle. Nous sommes aujourd'hui au XXIe siècle et ce que l'on constate, c'est qu'on a des acteurs du numérique, des startups, qui parviennent à créer énormément de valeur sans nécessairement avoir les mêmes ingrédients. Notamment, elles utilisent des plateformes techniques qui ne sont pas les siennes, donc elles n'ont pas besoin d'investir dans des machines puisqu'elles se contentent de louer les machines d'autres acteurs, notamment chez Amazon, chez Microsoft ou autres. Ce sont des startups qui n'ont également pas nécessairement besoin de recruter des armées de salariés. Elles peuvent se contenter en fait de faire appel à une force de travail dans des places de marché. C'est ce que fait Uber par exemple. Ils ont 160 000 chauffeurs, aucun n'est salarié. Ce sont des startups, enfin, qui n'ont pas besoin d'investir des milliers et des cents dans de la R&D, puisqu'ils peuvent se contenter de récupérer des briques logicielles open source. Donc voilà la réalité de ce que c'est que la transformation digitale. Ce sont des nouveaux entrants qui sont capables de créer énormément de valeur sans immobiliser d'actifs ou sans trop recruter. Avec la combinaison de ces trois choses, on a des startups comme WhatsApp. WhatsApp, c'est 50 salariés. Ils ont été rachetés 19 milliards de dollars. D'accord ? 19 milliards de dollars, ce n'est pas du virtuel, c'est les mêmes dollars que vous utilisez vous ou qu'on utilise dans le monde. D'accord ? Donc c'est vraiment de l'argent sonnant et trébuchant. Voilà ce qui fait toute la problématique de la transformation digitale, c'est que les acteurs de l'ancienne économie, ceux qui ont beaucoup d'immobilisation, beaucoup de salariés, eux, n'arrivent pas forcément à lutter par rapport à ces nouveaux entrants qui sont beaucoup plus agiles.
Ce que l'on constate en fait aujourd'hui, c'est que les nouveaux actifs stratégiques de ces entrants, de ces acteurs de l'économie numérique, ce n'est pas forcément des machines, ce n'est pas forcément des salariés. C'est par exemple la confiance. Amazon, ils ont chez eux des centaines de millions de numéros de carte bancaire, ils ont la confiance de centaines de millions de clients. Voilà, ça compte. Ce sont des actifs comme l'expérience utilisateur. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'installer et d'utiliser l'application Uber, mais c'est vraiment remarquable de simplicité et de rapidité. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux actifs-là, la confiance et l'expérience utilisateur, contrairement à un immeuble, une machine ou une voiture, ça ne se déprécie pas dans le temps. D'accord ? Et ça peut se cumuler à l'infini. Et ça, c'est ce qui fait la force des acteurs du numérique. C'est que la valeur qu'ils créent repose sur des actifs qui n'ont rien à voir avec les actifs du monde industriel. On va partir dans une série de mythes et de réalités pour essayer de se remettre les idées en place par rapport à cette transformation digitale. À commencer par, on va essayer de casser un mythe récurrent dans l'inconscient collectif, à savoir que le numérique, il détruit des emplois. Faux. Pour cela, on va tout simplement s'appuyer sur une étude qui a été publiée par la Harvard Business Review en juillet 2015. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont compilé en fait 150 ans de données macroéconomiques. Et ils ont arrivé à la conclusion que les emplois du secteur primaire, en fait, ils ont commencé à décliner au début du XXe siècle. D'accord ? Donc tout ce qui était industrie et agriculture, ça fait plus d'une centaine d'années en fait que ces emplois-là sont en baisse. Le numérique, en fait, ne fait que, on va dire, prolonger un phénomène qui existe depuis une centaine d'années. De même, la migration de l'industrie vers le secteur tertiaire, c'est le schéma de droite. Là, c'est pareil. Ça aussi, ça a commencé il y a une centaine d'années. Donc, ce mythe persistant comme quoi le numérique il détruit des emplois, il est faux. Il les transforme, certes. Par contre, la destruction d'emplois, c'est un phénomène cyclique, d'accord, que l'on ne peut pas endiguer. Les cycles économiques sont ainsi faits. Les emplois, des anciens emplois disparaissent, des nouveaux se créent. Ça n'a rien à voir avec le numérique. Autre mythe persistant, le numérique détruit de la valeur. Faux. Là encore, on va s'appuyer sur des données historiques qui sont issues de l'industrie culturelle. Ce que vous voyez là, en fait, c'est le chiffre d'affaires global de l'industrie culturelle. Donc, la musique, le cinéma, la télévision et ainsi de suite. Ce que l'on constate, c'est que sur les 10 dernières années, le volume global, il a augmenté. Certes, le chiffre d'affaires des acteurs de l'industrie culturelle qui repose sur des supports physiques, lui, forcément, il a baissé. Le chiffre d'affaires de ceux qui reposent sur des actifs numériques, lui, il a augmenté. Par contre, si on combine les deux, on constate que en volume global, ça grossit. Donc non, le numérique ne détruit pas de valeur, on a simplement de la valeur qui se transporte, qui se déplace. Quelques chiffres en rapport à l'économie numérique qui sont issus de grands cabinets de conseil, notamment Roland Berger, Deloitte et McKinsey. Je pense que ces chiffres sont suffisamment explicites pour vous démontrer qu'en fait, il y a, on va dire, des fondamentaux économiques qui sont quand même pas négligeables. D'accord ? Le numérique en France, c'est 1,5 million d'emplois, c'est 300 000 nouvelles entreprises créées chaque année, c'est 5,5% du PIB, 7% du PIB en 2017, donc c'est vraiment beaucoup. Et c'est surtout un quart de la croissance nationale. Donc c'est vraiment un secteur qui compte dans l'économie. S'amuser à dire le numérique au final, on vivait mieux avant, c'est pas si bien que ça, ça détruit des emplois et ainsi de suite. C'est néfaste. C'est néfaste à l'économie globale, c'est néfaste à la croissance de l'économie de ce pays. D'accord ? Arrêtons de casser du sucre sur le dos du numérique. Le numérique fait du bien à la France et à son économie. Si vous voulez en savoir plus sur la transformation digitale et qu'est-ce qu'on peut en faire avec, je vous recommande un rapport qui a été commandé par le gouvernement en début d'année, qui s'appelle le rapport Lemoine, qui décrit très bien les avantages que l'on peut tirer en fait de l'économie numérique et de cette transformation digitale. Le développement de nouveaux canaux de communication et de distribution, la baisse des coûts de production et de transaction, les nouveaux rôles joués par les personnes, par les données et ainsi de suite. Le numérique, en fait, il a un effet positif sur quasiment tous les métiers internes de l'entreprise et c'est quelque chose qui est tangible.
encore une fois, prenez le temps de lire le rapport Lemoine. Pour une fois qu'on a des documents intéressants qui sont en français et qui sont gratuits, profitez-en. Voilà. Dernier mythe, au fait, j'insiste sur celui-ci, le fait de dire tous les services potentiellement peuvent être désintermédiés. D'accord ? Je sais que c'est un poncif de dire la transformation digitale, elle s'adresse à tous les secteurs d'activité. C'est vrai. Même à des secteurs aussi verrouillés que la banque, par exemple. On constate notamment en Angleterre qu'on a des acteurs comme TransferWise qui proposent des services de transfert d'argent entre particuliers sans passer par le système bancaire traditionnel qui fonctionne très très bien. Cette start-up, elle est valorisée à plus d'1 milliard de livres, donc ça fonctionne très bien pour eux. De même, on peut également désintermédier des gigantesques acteurs industriels et de la distribution, comme, au hasard, Ikea. Comment est-ce qu'on fait pour désintermédier Ikea? On vend en ligne? Pas que. Regardez, à droite de l'écran, une plateforme que j'aime beaucoup qui s'appelle OpenDesk. Le principe de cette plateforme, en fait, c'est de mettre en relation des personnes qui ont envie d'acheter des meubles et d'autres qui les fabriquent. L'idée, c'est de récupérer des plans de meubles en open source, donc libre de droit, d'aller sur cette plateforme, opendesk.org, et de sélectionner des artisans locaux qui vont récupérer ces plans, qui vont fabriquer les meubles et qui vont les livrer près de chez vous. Donc c'est la combinaison de plans de meubles open source avec de l'artisanat local qui fait qu'on a des meubles qui sont de très bonne qualité et qui sont surtout fournis à un prix compétitif. Même des banques, même des géants comme Ikea, potentiellement, on peut les désintermédier. C'est possible, ça fonctionne. Étudions rapidement les grands acteurs emblématiques de la transformation digitale ou de l'économie numérique, appelez-le comme vous voulez. En premier lieu, bien évidemment, on a les 4 piliers, les fameux GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon. Autant, il y a 20 ans, les leaders de l'économie mondiale étaient les géants comme Coca-Cola, comme General Motors, comme Ford. Autant aujourd'hui, les géants de l'économie mondiale, c'est Google, c'est Microsoft, c'est Apple. Ce que l'on constate, c'est qu'en fait, aujourd'hui, ces 4 sociétés, Google, Apple, Facebook, Amazon, ils ont autant, on va dire, de puissance économique qu'un pays comme le Danemark. Apple, à lui tout seul, ils ont 200 milliards de dollars de cash. Pas la peine de compter, c'est bien plus que la France. D'accord ? Là où c'est intéressant, c'est que, bien évidemment, tout le monde connaît l'activité principale de ces 4 acteurs, Google, Amazon, Facebook, Apple. Par contre, au fil des années, ils se sont servis de cette puissance économique, de ce cash pour se diversifier. Et ce que l'on constate, c'est qu'aujourd'hui, ils sont omniprésents. D'accord ? Google, c'est pas qu'un moteur de recherche. Facebook, c'est pas qu'une plateforme sociale. Amazon, c'est pas qu'une boutique en ligne. Voilà. On les retrouve dans les télécoms, dans la santé, dans la distribution, dans l'énergie, dans les médias et ainsi de suite. Donc ce qui fait leur force aujourd'hui, c'est pas nécessairement leur chiffre d'affaires ou leurs bénéfices ou leurs réserves, c'est également toute cette stratégie de diversification. Ils sont omniprésents dans notre quotidien. C'est ça qui fait leur force. Donc d'un côté, dans le monde occidental, on a les GAFA. Dans le monde asiatique, on a des équivalents. C'est ce qu'on appelle les BATIX. Baidu, le moteur de recherche. Alibaba, le géant du commerce en ligne. Tencent, le fournisseur de services mobiles. Et Xiaomi, le constructeur de smartphones, de tablettes et ainsi de suite. Grosso modo, c'est l'équivalent des GAFA. D'accord ? Baidu copie Google, Alibaba copie Amazon, Tencent copie Facebook et Xiaomi copie Apple. Soit ils copient, il n'empêche qu'en termes de rapidité d'exécution et de qualité des services, ils sont redoutables. Ils sont redoutables et c'est vraiment les étoiles de l'économie numérique asiatique. Donc on a ce duopole entre d'un côté les GAFA dans le monde occidental, de l'autre les BATIX dans le monde asiatique. On a également la relève, notamment dans la Silicon Valley. C'est encore un autre acronyme, NATUS. Donc voilà, si vous voulez briller dans les dîners mondains, vous pouvez sortir comme ça des acronymes. Ah, t'as vu les GAFA? Ah oui, mais il y a les BATIX. Ah ouais, mais les NATUS. Bref. NATUS, en fait, c'est la combinaison de 5 sociétés. Netflix, qui révolutionne la télévision. Airbnb, qui révolutionne l'hébergement. Tesla,
qui révolutionne l'automobile, Uber qui révolutionne le transport, et Square qui révolutionne l'encaissement et tout le système informatique des commerçants et des restaurateurs. À eux 5, en fait, ils cumulent un potentiel de croissance qui est gigantesque. Et à eux 5, ils ont surtout la capacité à poursuivre ce phénomène de disruption des acteurs de l'économie traditionnelle. Qui dit transformation digitale dit également transformation des modèles d'affaires et des modèles économiques. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va en étudier quelques-uns, et vous allez voir que mis bout à bout, ça commence à faire beaucoup, et ça commence surtout à faire des alternatives très intéressantes. À commencer par l'économie collaborative. On a plusieurs noms pour décrire ça. Économie collaborative, économie circulaire, économie du partage. Appelez ça comme vous voulez, d'accord? L'important, c'est qu'on mette des ressources en commun, on vive en commun et on arrive à déployer des économies d'échelle et à partager de la valeur. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est tout à fait répandu, d'accord? L'économie collaborative, ça touche un certain nombre de secteurs d'activité, l'alimentaire, l'immobilier, les transports, la logistique, les services, la santé, la finance et ainsi de suite. En gros, on retrouve du collaboratif dans à peu près tous les secteurs d'activité. On ne peut pas l'éviter. Soit ça existait avant, on est d'accord, le troc ça existe depuis l'Antiquité, il n'empêche que quand on fédère toutes ces activités sous une seule bannière, celle de l'économie collaborative, on arrive à quelque chose qui commence à chiffrer très très lourd. Donc ça c'est un modèle économique alternatif. On a également ce qu'on appelle l'économie à la demande. L'économie à la demande, c'est quoi? Ce sont toutes ces plateformes où on va avoir des personnes qui vont proposer des petits boulots et d'autres qui vont les accepter. Le leader, c'est l'américain TaskRabbit. En France, on en a d'autres. On a LP, on a UPJob et ainsi de suite. Tout ça, en fait, ce sont des plateformes où j'ai pas envie de tondre ma pelouse, j'ai pas envie de ranger mon grenier, j'ai pas envie de déménager. Voilà, je propose. Qui veut le faire pour 15, 20, 30 euros? D'accord? Encore une fois, ça a toujours existé, mais tout l'intérêt, c'est qu'avec le numérique et avec, on va dire, l'omniprésence de l'Internet, on arrive à démultiplier ce principe sur des très très grandes échelles. Vous pourriez me dire que c'est du travail déguisé et ainsi de suite, soit. Je vous répondrai que ça, c'est vraiment un truc d'énarque, d'accord? Ceux qui vont vous dire « Ah mais non, mais c'est pas possible, il faut empêcher ce genre de choses. Pour travailler, il faut un CDI, c'est le seul contrat viable et ainsi de suite. » Ok, d'accord, pas de problème. Mais moi, je vous le dis, le CDI, c'est un truc de blanc diplômé, d'accord? Un jeune issu de l'immigration, le CDI, il n'y croit pas une seule seconde. Par contre, ce genre de plateforme, ça va lui apporter du travail, et ça va lui apporter du travail tout de suite. Donc effectivement, il y a des énarques qui grincent des dents en disant « Ah mais non, mais ça, il faut les interdire, le seul moyen, on a une législation, il faut s'y conformer, c'est soit le CDI, soit le CDD, on ne peut pas en sortir. » Moi, je pense qu'il faut un petit peu plus de souplesse, d'accord? Je pense qu'il faut partager le travail, et je pense surtout qu'il faut donner l'opportunité à tout le monde de travailler. Les jeunes, les vieux, les diplômés, les non-diplômés, et ainsi de suite. Et c'est au travers de ce genre de plateforme qu'on va y arriver. On a également un autre modèle économique tout à fait intéressant, c'est celui de la facturation à l'utilisation. Est-ce que vous saviez, par exemple, que 80% des moteurs d'avion Rolls-Royce ne sont pas vendus, ils sont prêtés. Ils sont prêtés aux compagnies aériennes et après, on les facture en fonction du nombre d'heures de vol. Pourquoi? Parce que c'est plus intéressant pour tout le monde. Donc c'est Rolls-Royce qui assure la maintenance, le remplacement des pièces et ainsi de suite. Ce qui se passe, c'est que chaque réacteur, en fait, est bourré de capteurs qui vont enregistrer le comportement du réacteur, qui vont mesurer sa performance, qui vont mesurer le taux d'usure, et on va comme ça pouvoir anticiper des pannes. Pour les compagnies aériennes, c'est intéressant parce qu'elles n'ont pas déboursé beaucoup d'argent pour acheter un moteur. C'est 15 millions de dollars un moteur d'avion. Donc, si vous avez un quadri-réacteur, ça fait 60 millions, c'est beaucoup à sortir. Donc c'est intéressant pour les compagnies aériennes, c'est également intéressant pour le Rolls-Royce parce qu'ils peuvent refourguer plus de moteurs comme ça. De même, on a Michelin qui a une gamme de pneus, donc c'est pour les véhicules industriels, d'accord, qui s'appellent les XT-XL, je crois. Voilà. Ces pneus-là, ils ne sont pas vendus, pareil, ils sont prêtés.
et on va par contre facturer à la tonne transportée. Donc ce sont des pneus dans lesquels il y a des capteurs, donc on va mesurer pareil l'activité, la performance, le taux d'usure. S'il faut intervenir, ben on envoie quelqu'un qui va réparer le pneu ou qui va le remplacer. Donc là c'est pareil. Ça permet aux compagnies minières, par exemple, de ne pas trop débourser d'argent parce qu'il faut qu'il équipe ses camions de gros pneus. Ça permet à Michelin d'être plus compétitif par rapport à la concurrence. Donc encore une fois, là on a un modèle qui est très intéressant, cette facturation à l'utilisation parce que ça apporte plus de souplesse et ainsi de suite. Un modèle qui est rendu possible grâce au numérique, notamment grâce à tous ces capteurs et au rapatriement des données et à la maintenance curative, enfin préventive. Voilà. Étudions maintenant rapidement qu'est-ce que la transformation digitale fait sur quelques grands secteurs d'activité, et vous allez voir que ça touche tout le monde. À commencer notamment par la banque, puisqu'on a aujourd'hui des services qui permettent de faire des prêts entre particuliers, notamment KissKissBankBank. D'accord ? Ils ont mis 5 ans à trouver la faille juridique, mais ils ont enfin trouvé, donc c'est légal, on peut faire des prêts entre particuliers. On a également des services d'agrégation, comme Linkso, qui permet d'agréger en fait différents comptes bancaires et d'avoir un tableau de bord, par exemple au niveau de la famille. Donc ça aussi, ça perturbe quelque part le travail des banques. Pourquoi ? Parce qu'un intermédiaire comme Linkso, par exemple, bah, il va s'approprier la relation avec le particulier. C'est plus la banque ne parle plus au particulier parce qu'il y a un intermédiaire. Ça perturbe les acteurs en place. Dans le monde de l'assurance également, on a de la micro-assurance collaborative. En Allemagne notamment avec Friendsurance. Là le principe c'est que bah, vous avez 10 amis, ok, bah, on va chacun s'assurer ensemble pour la voiture, pour la maison et ainsi de suite. Oui, c'est possible. Encore une fois, c'est tout à fait légal, en tout cas en Allemagne, ça devrait arriver en France. On a également, et ça c'est très intéressant chez Direct Assurance, des principes de primes d'assurance automobile qui sont calqués sur le comportement routier. L'idée, c'est que pour les jeunes conducteurs, donc qui ont 18 ans, qui représentent un gros risque, eh ben, ils vont installer dans leur voiture un petit capteur qui va mesurer leur comportement routier, et en fonction de est-ce qu'ils roulent bien, est-ce qu'ils roulent mal, ben, on va augmenter ou baisser la prime. Ça, c'est quand même vachement intéressant. Pour une fois que ce n'est pas une start-up de la Silicon Valley qui propose ce genre de choses, voilà, ça existe en France depuis le début de l'année et on peut en être fier. On a également dans le domaine de la santé plein de trucs autour des capteurs personnels, autour des prises de rendez-vous en ligne ou à travers une appli mobile, autour de l'agrégation de données personnelles. Là aussi, la santé, c'est un secteur qui bouge énormément. Il me faudrait une matinée pour vous décrire tout ce qui est en train de passer. Donc voilà, sachez juste qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Dans le monde de la distribution, on a des modèles qui sont très intéressants également, notamment avec des services, ce qu'on appelle de try and buy. Comme ce qu'on voit à gauche là, Trunk Club, c'est le leader, c'est un Canadien, et Chic-Tip, c'est une société française. Là, l'idée, en fait, c'est que vous vous inscrivez à un service, vous donnez votre taille, votre poids, votre couleur de peau, de cheveux, d'yeux, le style que vous aimez bien, et tous les mois, ils vont vous livrer une malle avec dedans une sélection de fringues. Vous essayez les habits chez vous, ceux qui vous plaisent, vous les gardez, ils vous seront facturés, ceux qui ne vous plaisent pas, vous les remettez dans la boîte, ils viendront la chercher, la récupérer plus tard. Ça, c'est très intéressant parce qu'on n'est pas en train d'essayer d'amener des clients en boutique, mais on amène la boutique chez les clients. Donc, à tous ceux qui disent « Ah, bah, une fringue qu'on ne peut pas toucher, on ne peut pas la vendre bah, », là, effectivement, ils font plus que la toucher, les clients, puisque c'est directement chez eux qui peuvent l'essayer. Donc, on a d'un côté tous ces modèles de try and buy qui fonctionnent très bien. De l'autre, on a également pas mal de choses au niveau des box. Vous savez, les box mensuelles comme la Birchbox, comme la machin box, voilà, on peut tout recevoir par abonnement. Birchbox, c'est le leader mondial. Aujourd'hui, ils ouvrent des boutiques physiques. Ils lancent également une ligne de maquillage en leur nom, donc ça va quand même très très loin. On a également d'autres principes intéressants, notamment des boutiques sans rayon. C'est Argo qui fait ça aux États-Unis. Argo, c'est un peu la Redoute en Angleterre. Bon, ben voilà. Ils implantent des boutiques en centre-ville pour pouvoir faire de la commande de produits avec un petit peu l'équivalent des Genius Bar d'Apple. Donc voilà, on a pas mal de choses qui bougent au niveau de la distribution également. Dans l'automobile, là encore, on a énormément de start-up.
notamment qui permettent de faire du partage de trajets, du partage de voitures, du partage de places de parking, du partage d'un petit peu tout et n'importe quoi. Donc il y a tout un tas de services alternatifs qui existent. Mais le pire, c'est qu'on n'a encore rien vu, d'accord? Puisque aujourd'hui, on commence à avoir de plus en plus de voitures avec des tableaux de bord qui sont compatibles soit avec l'iPhone, soit avec un smartphone Android. Ça, c'est en train d'arriver. D'ici à 2017, 2/3 des voitures qui seront produites, qui sortiront des chaînes de fabrication, elles seront nativement compatibles soit avec iPhone, soit avec Android. Donc, à partir de là, on va avoir tout un champ des possibles qui va s'ouvrir. Okay ? Parce que votre voiture, aujourd'hui, elle ne vous connaît pas. D'accord ? Un constructeur automobile, il ne sait pas qui vous êtes. Par contre, à partir du moment où on arrive à relier une voiture avec un smartphone, alors là, c'est la fête. D'accord ? Parce que votre smartphone, il connaît tout de vous, d'accord ? Votre nom, votre prénom, votre email, vos SMS, les messages que vous envoyez, où est-ce que vous vous déplacez, à quelle heure vous vous levez, quelle musique vous écoutez, ils connaissent tout de vous. Donc, le jour où on arrive à relier les smartphones aux voitures, là on a tout un tas de possibilités qui s'offrent à nous. Dans le domaine alimentaire, également, on a tout un tas de services qui arrivent, notamment des box thématiques comme HelloFresh. Ben voilà, dans ma famille, on est 4, il y en a un qui mange que du poisson et l'autre qui est au régime sans sel. Ok, d'accord. Toutes les semaines, on vous livre les produits frais et les recettes pour pouvoir préparer les repas. Malin. On a également des supermarchés qui vous livrent en passant par des services de messagerie, comme Line, par exemple, en Thaïlande. On a également des coachs mobiles, donc soit par email, soit par messagerie. Ah coach, je veux manger un carré de chocolat. Non, ne fais pas ça. Bon d'accord, ok. Voilà, donc on a... Bah oui, mais ils facturent. Eh ouais, vous pouvez rigoler, il n'empêche que c'est des services qui sont facturés. On a également des principes de livraison de repas à domicile, des repas préparés par des restaurants du quartier. Donc là encore, on a tout un tas de choses qui est possible. Donc comme vous pouvez le constater, la transformation digitale, ça touche n'importe qui, d'accord ? N'importe quel secteur d'activité. Là, je vous ai mis une image rigolote. Il faut savoir que dans le vocable de la Silicon Valley, ce qu'on appelle une licorne, c'est les startups qui sont valorisées à plus d'1 milliard de dollars. On estime qu'aujourd'hui, il y a à peu près 150 licornes dans la Silicon Valley. Et il y en a entre 30 et 50 en Europe. Ça fait beaucoup d'argent. Donc ça fait une force de frappe qui est non négligeable. D'accord ? Beaucoup d'argent pour faire déployer de nouveaux services, pour recruter des nouveaux talents, pour réfléchir à des nouveaux modèles. Donc vraiment, vraiment, c'est en train de se passer. On n'est pas en train de se faire une projection, d'ailleurs, de se dire « Ah bah, putain, dans 5 ans, va vraiment falloir s'y mettre. » Non, ça fait 5 ans que ça a commencé déjà. Donc c'est en train d'arriver maintenant, et il faut s'en soucier tout de suite, et il faut réagir vite, très très vite. Et je terminerai là-dessus. J'insiste sur le côté « Il faut réagir maintenant ». J'accompagne un certain nombre d'entreprises dans ce thème-là, et bien trop souvent, ce qu'on me dit, c'est « Ok, d'accord, j'ai compris, ça marche, vous avez gagné, Internet est là, il ne va pas s'en aller, il faut bouger, ok, pas de problème. » Lui, il bougera, d'accord ? Bon, bah, moi, il me reste 4-5 ans, bon, bah, voilà, ça fait des décennies qu'on est là, on ne va pas crever en 5 ans, donc moi, je vais terminer ce que j'ai commencé, histoire de bien faire, terminer mon mandat. Par contre, lui, il fera du changement, effectivement. J'insiste vraiment sur le fait que c'est en train de se passer, il n'y a pas d'économie virtuelle, d'accord, c'est faux, c'est peut-être des sociétés qui sont nées dans le numérique, mais on parle d'économie réelle, c'est les mêmes dollars, c'est les mêmes euros, et il faut agir très très vite parce que c'est en train de se passer maintenant. Voilà. Merci pour votre attention, j'espère vous avoir convaincu. Merci beaucoup Fred. Merci bien. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ? Il y a des hôtesses avec des micros. Alors, je ne vous vois pas tous. Voilà, merci. Ah, on a la lumière. Est-ce qu'il y a des questions ? Ouais, vous dormiez un petit peu, peut-être ? Pas de questions ? Si, on en a une ici. Alors, moi, je ne les vois pas bien, donc... J'aimerais revenir sur la problématique de la forme du travail. Vraisemblablement, on n'a pas le choix. Faut complètement tout revoir. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire il faut complètement tout revoir.
Je peux tout à fait comprendre, si vous voulez, que le législateur ait des réticences à modifier les monuments que sont les CDI et les CDD. Admettons que ça soit vraiment compliqué et qu'on ne puisse pas y toucher. Soit introduisons un minimum de flexibilité et on y arrivera. D'accord ? J'anticipe tout à fait, par exemple, une entreprise qui va avoir 100 collaborateurs, 50 salariés en CDI et 50, on va dire, prestataires avec des contrats plus ou moins longs. Ça fonctionne très très bien dans l'informatique. Vous avez des informaticiens, par exemple, depuis des années qui sont dans des missions de 2, 3, 4, 5 ans, 10 ans. Et ce n'est pas des salariés, c'est des prestataires. Donc ça peut fonctionner. J'entends par là qu'il va falloir faciliter aussi le rôle des entrepreneurs. Moi, aujourd'hui, j'ai monté une RSA depuis 1 an. RSA, qui veut dire ? Revenu Solidarité. D'accord. D'accord, c'est la petite pointe du monde du coup. Et maintenant, il faut que je passe à un vrai statut. Et j'ai le choix entre Watt Milliard, SASU, SAS, blablabla. Bla, bla, bla. Quoi qu'il arrive, au moment où je vais monter ma boîte, j'aurai un statut à régler et à gérer pour l'entrepreneur et un autre pour les salariés. Oui. J'espère qu'assez rapidement, on va arriver à des choses un petit peu plus souples. La SAS est une forme d'entreprise, par exemple, qui est assez souple, même si il faut déclarer un minimum de choses, il y a un petit peu de papier à remplir. Après, au niveau des salariés ou des prestataires, comme on vient de le voir, peut-être qu'à terme, on aura, comme aux États-Unis, l'équivalent du formulaire 1099 qui permet vraiment de simplifier les choses et de dire, bah tiens, j'ai une application mobile à monter, ok d'accord, 3 personnes, 3 mois, tac, c'est parti. C'est un peu l'exemple. 1997, on monte avec un papier, une feuille à Los Angeles, et 3 ans après, on vend la boîte 80 millions de dollars à 25. On a ça, on a le statut d'auto-entrepreneur, mais on en voit les limites aujourd'hui. Donc c'était un très bon début, ce qu'ils ont fait est bien, mais ça reste limité. Je suis désolé, je vais me permettre de continuer, mais comment vous voyez l'aspect social maintenant de la chose ? Moi, je suis le CSR, 1946, la Sécu. On voit aussi qu'il y a un démantèlement de cette partie-là. On a compris aussi au niveau économique qu'il n'y a pas de marché s'il n'y a pas de protection de la population qui ne peut pas rentrer dans le système de l'offre et de la demande. En quoi le numérique pourrait aider sur cette partie ? On pourrait faire des gains de productivité, donc simplifier la collecte et les déclarations en passant par du dématérialisé. Sinon, sur le principe, toute entreprise, tout travailleur doit cotiser. C'est la condition sine qua non pour maintenir le système de sécurité sociale tel qu'il est en place aujourd'hui. Ou alors, on part dans une réforme de grande ampleur, mais là, il nous faudrait toute la semaine pour en débattre. Mais je pense que le numérique, ça peut beaucoup aider dans les déclarations, les collectes et ainsi de suite. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Oui, au premier rang. Allez-y. Oui, bonjour. Oui. Dans le même ordre d'idée, est-ce que vous savez ce que le fisc prépare comme contre-attaque par rapport à la TVA non récoltée ? C'est des centaines de millions d'euros. Malheureusement, ce n'est pas du ressort du fisc français. D'accord ? Il faudrait que tous les systèmes fiscaux internationaux s'alignent pour pouvoir lutter contre l'évasion fiscale. Mais bon, on tape contre Google et Amazon qui pratiquent l'évasion fiscale. La BNP, la SocGen, Total, ça fait des décennies qu'ils la pratiquent. Visiblement, ça ne gêne personne. Mais voilà. Mais pour ça, ce n'est pas du ressort du fisc français. Voilà, il faudrait que tous les fiscs des différentes nations se mettent d'accord. Une dernière précision, et après on a une autre question ici. Je voulais juste parler par rapport au service à la personne qui n'est pas soumise à TVA. Oui, les services à la personne. Il faut réglementer et il faut apporter plus de souplesse. On a aujourd'hui la possibilité, on l'a vu au travers du statut d'auto-entrepreneur, soit de pratiquer des forfaits, donc des packs de cotisation, soit de simplifier la déclaration et la collecte, mais il faut qu'il légalise tout ça, donc il y a ça. Effectivement, là, la balle est dans le camp du législateur. Monsieur, il y a un micro qui va vous parvenir. Levez bien la main quand vous voulez qu'on puisse vous repérer facilement. Oui, bonjour, c'est d'actualité en ce moment. Bonjour. La transition numérique par rapport à l'écologie, est-ce qu'il y a un mieux ?
Ou est-ce que ça s'accompagne au contraire? Est-ce que ça a été pris en considération par la transition numérique, ce facteur-là? On va dire que l'économie collaborative a un effet bénéfique parce qu'on occupe mieux un véhicule personnel, parce qu'on va mieux occuper une perceuse. Voilà, une perceuse va être partagée par 3 personnes. Au lieu de vendre 3 perceuses, on en vend qu'une. Sinon, effectivement, il y a des machines et les machines, elles consomment de l'énergie. Il y a peut-être des progrès à faire dans ce domaine-là. Mais ils sont en train d'y réfléchir, rassurez-vous. Là-dessus, notamment Facebook, je crois, a beaucoup travaillé pour optimiser la consommation d'énergie. Les gens de chez OVH également, leader européen du cloud, ils ont beaucoup travaillé également sur des principes de data center avec une empreinte écologique beaucoup, beaucoup plus faible. Donc, ils y travaillent. Merci bien. Merci beaucoup Fred. On peut l'applaudir une dernière fois. Merci à vous.